Bonjour, donc je suis archéologue à l'INRAP, l'Institut national de recherche en archéologie préventive, et comme personne n'est parfait, je suis un archéologue qui est spécialisé sur l'étude des meules et des moulins, un peu partout en France, mais plus spécialement en Bourgogne-Franche-Comté. Et comme je travaille sur un outil et son évolution sur le long terme, sur à peu près 7000 ans, puisque les moulins sont apparus à partir du moment où l'homme s'est mis à cultiver des céréales et à les transformer pour pouvoir les consommer. Donc chez nous, c'est le début du néolithique, c'est vers 5500 avant Jésus-Christ qu'apparaissent les premières meules, les premières meules à grains. Donc moi je travaille sur cet objet, la meule à grains, sur 7 millénaires et demi. Voilà. Et donc ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est un petit peu comment les moulins, et surtout les moulins à partir de l'époque romaine, et on va aller jusqu'à l'époque moderne, ont évolué. Comment on est passé d'une mouture individuelle à une mouture collective, et comment on est passé d'un simple outil manipulé à la main à des machines complexes, en essayant aussi de faire référence un petit peu à ce qui se passe dans la région, à l'archéologie des moulins dans la région. Donc déjà vous montrer des fouilles que l'on a faites dans la région, en Bourgogne-Franche-Comté, mais aussi des travaux sur les carrières de meules régionales que l'on a à proximité. Et vous montrer comment un petit peu dans notre petite éprouvette bourguignonne et franc-comtoise, on s'inscrit dans la grande histoire des moulins. Alors au début, les premiers outils de mouture étaient des outils de mouture va-et-vient. C'est ce que je montrais aujourd'hui. Le système va-et-vient, c'est un système qui s'explique de manière assez simple. On a une molette mobile que l'on va actionner sur une meule fixe par un mouvement de va-et-vient. Les archéologues n'étant pas des gens originaux, comme c'est un mouvement de va-et-vient, on a appelé ça le moulin va-et-vient. C'est un outil qui est encore utilisé actuellement dans certains pays du monde, notamment en Afrique subsaharienne, comme vous l'avez ici sur la photo. C'est un outil qui, dans ces pays et sur les sites archéologiques que l'on étudie, du néolithique, de l'âge du bronze, par exemple, est un outil domestique et quotidien. Ça veut dire que tous les jours, la personne qui utilise le moulin va transformer ses céréales en farine. C'est un outil quotidien. Voilà par exemple un exemple de meule, une photo d'une meule régionale, une meule qui provient du massif de la Serre, c'est à côté de Dole. Parce que quand on veut faire de la mouture, il faut avoir des pierres qui sont adaptées. Et ces pierres sont, ici c'est un grès, vous voyez de nombreux grains dedans. On a des grains un petit peu roses, un peu blancs qui sont des feldspaths. On a des grains gris qui sont des quartz. Et le tout dans une matrice, dans un ciment siliceux très dur. Donc on a des minéraux très très durs mis dans une matrice très dure, ce qui va nous donner un matériau très résistant avec des grains dedans, un peu comme du papier de verre, et très adapté pour broyer les céréales et les transformer en farine. Mais assez rapidement, on va passer du moulin va-et-vient tel que vous l'avez au-dessus au moulin rotatif. C'est une invention qui se fait en Catalogne à la fin du VIe siècle avant Jésus-Christ. Et on va passer de ces meules va-et-vient à des petits moulins à main rotatifs. Voilà à peu près le mode de fonctionnement. C'est-à-dire que on va introduire le grain dans l'œil qui est au-dessus et avec la main, on va faire tourner la meule du dessus avec un manche. Comme on est grosso modo, chez nous ça arrive au IIIe siècle avant Jésus-Christ, et ça va perdurer pendant toute l'époque romaine, et on utilise par convention les noms romains de Catillus pour le moulin la meule du haut et de Meta pour la meule du bas. Et donc vous voyez, on a le manche, on a le trou au niveau de l'œil, et là,
On a une cuvette qui a été aménagée. Le grain étant installé dans la cuvette va couler petit à petit dans l'œil. Alors, quand on va dans la région, on va trouver des carrières de meules. Là, on est dans le Morvan, dans le nord du Morvan, à côté d'Avallon. Voilà, ça se présente comme ça. On a des dépressions dans la forêt, des champs d'éclats, des dizaines, des milliers d'éclats de taille, et des ébauches qui ressemblent à des cylindres de ces meules qui ont été taillées. Voilà une autre carrière qui, elle, est à côté d'Autun, à Saint-Émilion. On voit, ils ont extrait des blocs quadrangulaires. On voit ici, ils ont tiré un de ces blocs. Et puis, une fois qu'ils ont eu leur cube, ils l'ont débité pour transformer le cube en un cylindre, en enlevant des grands éclats avec ce qu'on appelle un marteau têtu ou une chasse. Et puis, une fois que le cylindre est fait, il va falloir le régulariser et on observe dans les carrières toutes ces ébauches abandonnées de meules sur lesquelles on voit toutes les traces d'outils qui vont faire que petit à petit, de ce cylindre, on va réussir à façonner une meule. Alors pour comprendre comment il faisait, j'ai eu recours à l'expérimentation, c'est-à-dire que j'ai fait appel à des tailleurs de pierre et je leur ai dit, ben voilà, j'ai étudié des carrières de meules et j'ai trouvé plein d'ébauches, je les ai toutes dessinées et pour moi ça s'est passé comme ça, comme ça, comme ça. Ils avaient un cube, ils l'ont transformé en cylindre, puis ensuite ils l'ont régularisé, ils ont creusé la cuvette, etc. Et voilà. Donc j'ai demandé à mes tailleurs de pierre de faire la même chose. Vous voyez, on part du cube, et là avec un gros outil large, qu'on appelle une chasse, ils vont détacher des gros éclats pour former le cylindre. Puis une fois que le cylindre est formé, ils vont le régulariser avec un autre outil, un burin, une broche. Et par ce travail, on arrive à reconstituer l'ensemble de la chaîne opératoire depuis le cube jusqu'à la meule finie. Pour faire une meule à main, une petite meule de 45-50 cm de diamètre, enfin pour faire deux meules à main, puisqu'il y a une meule inférieure et une meule supérieure, il va falloir entre 2 et 3 jours, suivant la résistance du matériau. Quand on est sur des granites très très durs, il va falloir plutôt 3 jours, 3 jours et demi. Quand on est sur des grès un peu plus tendres, on est plutôt de l'ordre de 2 jours. Donc ça reste assez rapide. Et donc la chaîne opératoire, elle est assez simple. On récupère des blocs, on fait un épanelage, une régularisation et un travail de finition. Et dans le travail de finition, on va faire des choses assez risquées, creusement de l'œil. Donc on a l'œil central qu'il faut creuser, qu'il faut systématiquement creuser. Et moi je me suis rendu compte qu'il y avait des choses qu'ils faisaient directement dans la carrière. Ils prennent les blocs et l'épanelage, c'est-à-dire créer le cylindre, ils le font dans la carrière. Par contre, il y a des choses qu'ils font ailleurs. Soit dans des petits ateliers qui sont installés juste à côté des carrières, soit carrément dans des petites bourgades ou des villas romaines à quelques centaines de mètres. C'est-à-dire qu'on a le carrier qui sort les blocs, qui fait le premier cylindre, puis ensuite ces ébauches, elles partent où il y a d'autres personnes qui travaillent et qui finissent les objets. On a toute une organisation, tout un travail avec une segmentation. Et ensuite, une fois que ces ébauches sont faites, elles vont partir en ville où elles seront achevées et où elles seront vendues au détail. Alors, ça, le rond rouge, vous le verrez toujours apparaître sur mes cartes, ça veut dire vous êtes ici. Grosso modo, c'est l'endroit dans lequel nous nous situons. Et vous avez les petits losanges qui indiquent les carrières que l'on connaît pour l'époque romaine, les carrières de la bordure du Morvan, les grès du Morvan. Et vous avez les ronds qui indiquent les meules romaines en grès du Morvan. Plus le rond est gros, plus il y a de meules. Plus le rond est petit, moins il y a de meules. Et donc on voit que, grosso modo, ce sont des objets qui diffusent assez peu. On va être avec des diffusions par rapport aux carrières de l'ordre de 50 à 100 km. Exceptionnellement, on va en trouver quelques-unes dans la Marne et le long de la Seine, mais c'est exceptionnel. Le gros de la diffusion,
ça va se faire en bordure de la Saône, dans la Bresse, au niveau de Châlons et un peu dans le Dijonais. Alors, je vous disais que on était sur des meules rotatives à main, des petites meules à main. Ces meules à main, elles étaient toujours utilisées dans un cadre domestique. C'est-à-dire que, comme au néolithique, dans chaque maisonnée, on avait son moulin. Et dans chaque maisonnée, tous les jours, on faisait sa farine. Mais à partir de l'époque romaine, va apparaître un nouveau type de moulin. Il y a deux nouveaux types de moulins qui vont apparaître. C'est les moulins pompéens, des grands moulins en forme de sablier qui étaient présents dans les boulangeries à Pompéi et qui étaient entraînés par des ânes, et des moulins hydrauliques. C'est-à-dire que là, c'est plus la force de l'homme ou de l'animal qui met en route le moulin, c'est l'eau. Et on en a fouillé quelques-uns dans la région, et on en a fouillé un dans le Doubs, à Burgy, quand on a construit, quand la ligne TGV entre Dijon et Belfort a été construite, on a fouillé un de ces moulins qui était en marge d'une grosse villa romaine. Le plan que vous avez au-dessus, c'est le plan de la villa antique. Et vous voyez dans le rond orange en dessous le petit bâtiment qui abritait ce moulin. Alors, déjà, ce qui a attiré l'attention des archéologues sur la présence d'un éventuel moulin, c'est la découverte de meules, comme celle que vous voyez. On a des gros fragments de meules. On en voit une, on voit bien l'œil, qui ont été découverts dans une très grosse fosse, un gros trou qui était rempli de ces fragments de meules. Mais, contrairement à toutes les meules que je vous ai montrées pour l'instant, et aux autres meules qui viennent du Morvan, qui étaient en grès, comme la première photo que je vous ai montrée, là on a une roche qui est complètement différente. C'est de la lave, c'est du basalte. Et on n'a pas de volcan en Bourgogne-Franche-Comté. Il y a un bout de volcan à côté du Creusot, à Drevin. Il y a un truc qui fait 50 mètres de diamètre, c'est rikiki, ça fait à peine 100 mètres de haut. Et la lave est complètement pourrie et inadaptée pour faire des meules. Ça, c'est des laves qui viennent du Massif central, de la région de Volvic et du Cantal. Et donc, ils vont importer, pour ces moulins hydrauliques, des laves venant du Massif central. Alors, pareil, on a les deux parties du moulin, la meule inférieure, la méta, la meule supérieure, le catillus. Voilà, quand je les dessine, ce que ça donne. Quand je les dessine et quand je les accouple. C'est-à-dire que quand je mets la meule supérieure sur la meule inférieure, on voit qu'elles sont en parfaite adéquation, que c'est tout à fait adapté pour la mouture. Alors je vous ai dit qu'elles étaient dans des laves du Massif central. Donc, j'ai refait une carte de répartition, mais j'ai pris un peu de recul, puisque le Massif central est un peu plus loin. Et tous les gris clairs, ce sont les meules de moulins hydrauliques en lave du Massif central. Et on voit qu'on a des diffusions jusqu'à 400 km, un peu plus, 400-500 km, pour les laves du Massif central. On a d'autres meules en lave qui, c'est le gris un peu plus foncé qu'on a au-dessus, qui viennent du massif de l'Eifel en Allemagne, région de Mayence. Et puis on a même quelques meules, c'est le noir en bas, qui sont dans une lave italienne, qui vient du Latium, un petit peu au nord de Rome. Et en fin de compte, là, on est dans une toute autre logique. La meule à main, la meule domestique, elle est fabriquée dans un matériau local, régional. La meule hydraulique, pour produire beaucoup plus de farine, pour des productions artisanales importantes, elle est façonnée dans un matériau qui vient d'une autre région, dans une lave
Et c'est un autre marché, c'est une autre production. Ça veut dire que, en fin de compte, à l'époque romaine, on a des marchés spécifiques. Il y a le marché de la meule à main, qui est régional, et on a le marché de la meule hydraulique, qui, lui, est extra-régional, 400 et 600 km. Et d'ailleurs, je ne vous ai pas mis les figures, mais je pourrais faire la même démonstration pour les moulins pompéens. Je vous ai dit ces gros moulins en forme de sablier qu'on va trouver dans les boulangeries de Pompéi. On en a quelques-uns en Gaule. On en a un à Chalon-sur-Saône. Et ceux qu'on a en Gaule sont pareils, essentiellement dans des roches basaltiques, dans des laves, qui viennent en grande partie d'Italie et du Massif central. Et pour ces deux types de moulins, on a des marchés spécifiques. Et là, on est vraiment sur quelque chose de planifié. Parce que, quand on voit la différence entre les deux cartes de diffusion, c'est réellement quelque chose. Alors, le mode de fonctionnement du moulin, il est assez simple. Et moi, comme j'étudie les meules, je pars des meules. Donc, les deux meules restituées, vous voyez que celle du dessus, sur sa face supérieure, elle a 4 trous reliés par 2 petites gorges. Et dans ces trous, on allait ficher des pointes métalliques qui étaient reliées à un axe. Et cet axe, c'est lui, en tournant, qui entraînait la meule et permettait sa rotation. Sur le dessin de droite, on a un système un peu différent. Au lieu d'avoir des 4 trous au-dessus, on a 2 petites encoches en forme de queue d'aronde en bas. Et là, c'est le fer métallique va aller se ficher dans ces encoches et va entraîner également la meule. Alors, je reviens à la fouille qu'on a fait. C'est pas toujours facile de déceler un moulin antique. On a des indices qui sont parfois pas faciles à mettre en évidence. Par exemple, ici, un simple fossé dans lequel on a repéré qu'il y avait eu un écoulement d'eau. Et quand on prend tous les indices que l'on a, on a la grande fosse, dans laquelle je vous avais dit qu'on avait trouvé les meules. On a le fossé avec l'écoulement des eaux, et on a les supports qui servaient à tenir le moulin. Et tout ça, en remettant tout ça en perspective, on arrive à reconstituer le bief, c'est-à-dire l'endroit où coulait l'eau, dans lequel on va mettre une roue, et puis un système d'arbres relié à cette roue. Donc, c'est-à-dire que vous avez le bief qui va couler comme ça, faire tourner cette roue qui est là, qui va entraîner cet arbre qui va tourner, qui va faire tourner cette roue dentée qui est là, qui repose là-dessus, et là vous avez un axe qui va monter et au-dessus desquels on va avoir les meules qui vont être mises en mouvement par ces systèmes de crampons dont je vous ai parlé. Voilà, quand on va dans un écomusée, mais pas ici, ce que l'on peut voir, mais c'est très proche du petit moulin dont je vous montrerai les photos et dont j'ai perdu le nom, qui est juste à côté d'ici. Le moulin de la Croix. On est exactement sur ce système-là. Là, on n'est plus en plan, on est en coupe. On voit à gauche la roue, l'arbre, la roue dentée, et ensuite, qui va venir, que l'on appelle un rouet, qui va venir s'engrainer dans une autre roue dentée qu'on appelle la lanterne. Cette lanterne est reliée à l'axe métallique qui va faire tourner les meules. Et là, je vous ai mis en couleur ce que l'archéologue a trouvé. Ce qui est en rouge et en orange, c'est ce qu'on a trouvé. Tout le reste, c'est ce qu'on a restitué.
voilà une vue 3D de ce qu'était un moulin, du fonctionnement d'un moulin à l'époque romaine. Alors, je vous ai montré l'exemple de Burgy, à côté dans le Jura, enfin dans le Doubs, à côté pas très loin de Besançon. Mais en Suisse, on a trouvé exactement les mêmes choses. Simplement, ce sont des vestiges qui sont très difficiles à déceler, parce que pour un moulin à l'époque romaine, 4 poteaux en bois pour tenir une structure d'un bâtiment, c'est suffisant. Simplement, c'est les meules, c'est les planches du canal, c'est tous ces éléments qui nous permettent de retrouver le moulin. Voilà un autre exemple, également en Suisse, de ces toutes petites structures. Mais il faut savoir que maintenant, par l'archéologie, on en connaît une quarantaine, rien qu'en Gaule. Ça veut dire que c'était quelque chose qui était courant, qui était banal, qui était vraiment répandu et qu'il y en avait partout, partout, partout. Alors pour l'instant, on n'en a pas ici. Le plus proche qu'on ait, il y a Burgy, il y a Longwy, mais jusqu'au jour où il y aura une opération d'archéologie préventive qui amènera à la découverte d'un moulin antique dans le secteur. Voilà, l'exemple de Longwy. Un canal, un bâtiment à côté avec des grosses meules. Juste à la sortie de Dijon, on avait un moulin hydraulique au IIe siècle. Voilà, avec les mêmes meules très très caractéristiques. Et puis, quand on se promène, là on est dans le Jura, un petit ruisseau qui paye pas de mine, mais on va trouver des tuiles romaines, des fragments de meules hydrauliques, là, le long de ce petit ruisseau, rien que par la prospection, on arrive à savoir qu'il y avait aussi un moulin hydraulique. Ça, c'est une carte qui a quelques années qui montre tous les moulins que l'on connaît dans le monde romain. Et on en connaît beaucoup en France, pas parce qu'il y en avait beaucoup, simplement parce qu'en France, on s'est un peu spécialisé sur la question. Après, il y a des archéologues qui font que ça, comme moi. Et maintenant, on sait les identifier, on sait les repérer. Alors, le monde romain s'effondre, chute de l'Empire romain, et on va rentrer dans le monde médiéval. Mais le monde médiéval va être caractérisé par la présence de très très nombreux moulins, essentiellement des moulins hydrauliques. Il y a d'autres régions où il y a plutôt des moulins à vent, mais nous, on est vraiment dans des régions à moulins hydrauliques. Ça s'explique et par la pluviométrie et par le relief, même si ici, on a moins de relief que dans les monts du Jura, mais on est dans des régions où le nombre de moulins est assez impressionnant. Et il y a une carte qui existe des moulins de la Bresse qui a été faite par l'écomusée qui est impressionnante. Le moindre petit bout de ruisseau était équipé d'un moulin. Donc le système est toujours le même, un canal d'amener, une roue, et on entraîne les meules. Avec des systèmes super simples. Toujours lors de la construction de cette ligne de TGV, à Tervet, on a fouillé un moulin. Alors c'est le moulin que vous avez vu sur la première diapo, et c'est le moulin que vous pouvez voir si vous allez à Guédelon. C'est celui qui a servi de modèle au château de Guédelon. Quand on fouille, ça donne ça. C'est-à-dire, ça donne des tas de cailloux et des tas de bouts de bois qui étaient conservés puisqu'on était en bordure d'un cours d'eau et que les éléments en bois étaient conservés. Et donc tous les éléments orange, ce sont des pièces de bois du moulin qui ont été perdues, qui sont tombées dans l'eau. Et tous les éléments en vert, c'est les bouts de meule. Et en blanc, on a les pierres. Et donc nous, on a réussi à reconstituer, en étudiant, 2 moulins. Et je vais vous présenter ces 2 moulins. Un moulin d'époque carolingienne, c'est-à-dire du début du Moyen-Âge, avant l'an 1000, et puis un moulin du XIIe siècle. Alors, voilà ce qu'on trouve quand on étudie... Alors, je reviens sur celle-ci. Je vais d'abord vous présenter le moulin carolingien, donc avant l'an 1000. C'est le petit bâtiment en verre que vous avez en bas.
il ne reste de la structure du moulin que 4 poteaux en bois, 4 poutres en bois qui marquaient son emplacement. C'est-à-dire que c'était un bâtiment, c'était 4 poutres en bois, et au-dessus on avait la structure. Il ne reste que ça. Mais simplement, on a d'autres éléments qui appartiennent à ce moulin. Alors, on a le bâtiment qui est là. Ici, on a quelques bouts de meule. Et les bouts de meule, ils sont restés à peu près en place. Parce qu'à force d'étudier les meules, je me suis rendu compte que dans l'eau, ça ne flottait pas. Donc là où elles sont tombées, elles sont restées. Par contre, les bouts de bois, eux, ils ont bougé. Et vous avez, par exemple, ici, un bout du dron. Puis vous avez des petits éléments comme ça, qui sont les pales qui venaient se ficher sur la roue. Qui, eux, ont bougé, se sont retrouvés plus bas, parce que ça a été entraîné par le courant. Alors, voilà. Voilà les pales. En fin de compte, ce sont juste des petites planchettes de bois avec un tenon au bout, et ces planchettes venaient se fixer dans la roue. Il faut imaginer que de ce moulin, nous n'avons retrouvé que ces pales, ces meules et quelques pièces de bois. Voilà comment se présente un autre moulin qu'on a fouillé il y a quelques années en Lorraine. On avait juste les pieux en bois qui subsistaient. Et bien entendu, les meules, les pales, et on arrive à reconstituer complètement ces petites structures très légères, des bâtiments sur poteaux en bois, avec un espace un peu surélevé, où se situent les meules, mais on est dans le même fonctionnement que le moulin hydraulique antique. On a toujours le même fonctionnement, la roue. Donc nous, on a retrouvé les poteaux du système qui soutenait l'arbre qui était ici, et puis une chambre surélevée, l'arbre qui passe ici, une roue avec un engrenage qui vient se fixer dans une autre roue, on fait tourner les meules. C'est toujours le même système. Le système n'a pas évolué depuis l'Antiquité. Et alors, c'est pour ça que c'est assez difficile à fouiller, parce que c'est assez difficile à déceler et à comprendre. Mais quand vous allez au Moulin de la Croix, vous voyez que là, vous êtes sur des pales du 6e, 7e siècle après Jésus-Christ. Le Moulin de la Croix, on n'a pas bougé d'une hélice, ou plutôt pas bougé d'une roue. On est toujours complètement dans le même système. Et la galerie des moulins, c'est à Sagy. Vous voyez également ces roues à aubes qui sont identiques à celles que nous on trouve en archéologie. Alors les meules qui ont servi pour ces moulins, on connaît quelques carrières, et il y a celle-ci qui se situe à côté d'Autun, à Saint-Émilion, qu'on appelle la pierre Guénachère. En fin de compte, c'est un très bel exemple d'un merveilleux échec, parce que si vous regardez bien la photo, vous avez les deux faces de la même pierre. Ils ont essayé de sortir 3 meules, et il n'y en a qu'une qui a réussi. Donc en termes de rentabilité, c'est pas trop simple. Celle qui a réussi, là j'ai indiqué son emplacement. La technique qu'ils ont utilisée pour l'extraire, ils ont fait une tranchée tout autour, un disque, une tranchée annulaire, et puis ensuite ils ont fait une sorte de goulotte à l'avant dans laquelle ils ont mis un énorme madrier sous la meule, ils ont levé et ils ont décollé. On a un changement profond par rapport à ce qui se faisait avant. Là, on ne part plus d'un cube pour faire un cylindre, on extrait directement un cylindre. Simplement, cette technique de décollement, elle a un énorme défaut, c'est que ça rate souvent, et quand ça rate pas, ça va mettre sous la meule que l'on a un énorme arrondi qu'il va falloir ensuite rectifier et qui va faire un gros trou à l'emplacement de la meule, ce qui fait qu'on ne peut pas recreuser une deuxième meule parce que la surface est complètement fichue. Donc c'est une technique qui est assez mal maîtrisée. Quand on regarde ce qui se passe à cette époque,
jusqu'à avant l'an 1000, on a quelques carrières, qui étaient d'ailleurs surtout les carrières de l'Antiquité, qui ont perduré, et la diffusion, elle est très très limitée. Vous vous rappelez de la carte de l'époque romaine où on avait des meules vraiment en très grand nombre, et là, on a réellement des productions qui se sont effondrées. On avance un peu dans le Moyen-Âge et on arrive au deuxième moulin, qui est ici. Alors là, un bâtiment un peu plus grand, mais sur 6 poteaux au lieu d'être sur 4. Et vous voyez à l'arrière du moulin toutes les pales qui ont été rejetées, et à l'avant, toutes les meules qui ont été rejetées. Le ruisseau était là. L'accès au moulin se faisait là. Et ils ont rejeté toutes les meules ici à l'avant, tout simplement parce que c'était marigoteux. Et quand une meule était foutue, eh ben, on prenait les fragments et on les jetait devant pour essayer d'assainir un petit peu la plateforme et de pouvoir marcher. Ce qui nous a permis de faire des découvertes intéressantes. Et on voit que là, on a un peu progressé. Les pales sont plus complexes, sont plus grandes, et sont avec des systèmes de... Et en fin de compte, les moulins commencent à changer. C'est-à-dire qu'à l'époque carolingienne, on a des meules de 80 cm de diamètre, des meules petites. Et là, on va passer sur des meules de 100 à 110 de diamètre. Des meules plus grandes. Et plus la meule est plus grande, plus on peut faire de farine, mais plus la meule est plus grande, plus il faut d'énergie pour l'entraîner. Donc on est obligé d'avoir des pales plus grandes et des roues plus grandes également, plus complexes. Et donc la machine va évoluer petit à petit. Et donc sur ce moulin, on a eu la chance de trouver des éléments de la roue, mais aussi des éléments de la lanterne. Vous savez, depuis le début, je vous parle de ce système d'engrenage. Ben voilà, là on en a trouvé un bout. Et vous avez ici des exemples qui nous montrent ces lanternes qu'on trouve dans différents types de moulins. Alors les moulins du Moyen-Âge, on commence à les connaître bien. Et là, on en connaît pas mal en France, mais il faut avouer que les Irlandais nous battent de très très loin. Et en fin de compte, c'est tous ces moulins qui se sont installés à l'époque des moines irlandais. Et on a de merveilleux exemples. Et en plus, là-bas, ils ont des conditions de conservation, parce qu'ils ont des terrains très très humides qui font qu'on les retrouve très bien. Je reviens au plan de Tervet. Donc, vous avez, on voit très bien ici les poteaux de la structure. Ça nous permet de dessiner le plan du moulin. Ici, je vous ai dit, toutes les pales qui ont été rejetées. Ici, on a un bout de roue. En fin de compte, quand une pale est fichue, on la change, et puis l'ancienne, sans autre forme de procès, on la balance par la fenêtre de derrière. Puisque là, le ruisseau étant là, la roue se situe ici. Et là, vous avez tous les fragments de meule qui ont été ramassés. Les collègues m'ont maudit, je leur ai dit, vous me les ramassez tous, puis vous me les mettez tous sur un plan. Il y en avait à peu près 1200 kilos. Et puis, j'aurais dit, on va s'amuser un peu, on va essayer de les recoller. Donc le meunier, quand ces meules étaient foutues, il les a cassées, puis il les a balancées devant. Et moi j'ai dit, non, on va faire l'inverse. On va essayer de les recoller. Et puis j'ai réussi à faire des recollages. Mais ces recollages, ça m'a surtout montré quelque chose. C'est que les meules les plus petites, celles qui faisaient 80 cm de diamètre, elles étaient contre le moulin. Et que les meules les plus grandes, celles qui faisaient 1,10 m de diamètre, elles étaient à l'autre bout. C'est bizarre. Puis en fin de compte, j'ai compris parce qu'il y a une hausse générale du diamètre. Parce que, comme je vous l'ai dit, la machine, elle augmente de puissance. On augmente la taille des pales, on augmente la taille des roues, on augmente la taille des meules. Et en fin de compte, là, on a la preuve archéologique que la taille des meules, sur les 100 ans, les 150 ans qu'a duré ce deuxième moulin, elles ont augmenté. Alors, bon, allez, on va reprendre toutes les meules
qu'il y a en France, puis on va regarder tous les diamètres, puis on va les mettre. Donc vous avez des classes de diamètres, puis on a mis des siècles. Bah oui, puis on met le moulin de Tervet, premier moulin, deuxième moulin. Ah oui, il y a une augmentation du diamètre, ça marche. Hausse du diamètre, hausse du rendement, hausse du diamètre, mais hausse du poids des meules également. Donc on a besoin de plus de puissance dans le moulin, et on a besoin de combiner. Et en fin de compte, tout se lie, la hausse du diamètre avec l'augmentation de la puissance des moulins. Puis si on va plus loin, je reprends mes données sur la France, puis on réfléchit par rapport au monde médiéval. Qu'est-ce qui se passe? On a une hausse régulière, et il y a deux moments où ça monte. Les deux moments où ça monte, c'est les gros pics démographiques de l'époque médiévale. Et le moment où ça descend, c'est la guerre de 100 ans. On arrive à corréler la hausse du diamètre des meules, la hausse de la puissance des moulins, avec la démographie. C'est pas beau l'archéologie? Alors, après, bien entendu, on essaye de réfléchir à comment ils ont extrait, on recherche les carrières. Donc, le moulin de Tervet, il est au pied du massif de la Serre. J'ai été chercher les carrières dans le massif de la Serre. Et j'en ai fouillé une. Et on voit que ce sont des carrières à progression horizontale. Et pourquoi c'est des carrières à progression horizontale? Et toutes les carrières de cette époque-là, la deuxième, on est dans les Alpes, on doit être en Isère, les Écouges. Puis Illstatt, on est carrément en Norvège, c'est une carrière viking. Ce sont toutes des carrières à progression horizontale. Et quand je vais dans les Vosges aussi, et là, les étangs, la région des 1000 étangs, on extrait une seule meule avec une technique assez simple. Hein. On va tracer la meule sur la dalle rocheuse. Là-bas, on a les glaciers qui sont passés, ils ont carrément poli la dalle de grès. On voit les stries. Et puis ensuite, on va faire des saignées. Puis petit à petit, on va descendre pour faire le cylindre. Et là, on voit sur ces saignées tous les coups de pique qui ont été donnés pour obtenir la meule. Et voilà, après la restitution de la technique, on trace la meule, on fait les saignées au pic. Pareil, on a fait de l'expérimentation, le travail au pic, et puis ensuite le travail de décollement, et là avec le pic, vous voyez, le collègue avec le pic, il glisse le pic dessous, et il soulève comme ça, et il décolle la meule. Mais c'est comme avec le madrier en bois, comme on décolle en 1 ou 2 points, on va souvent casser, et quand on casse pas, on fait un fond de meule très irrégulier, ce qui fait qu'on ne peut pas faire recreuser une autre meule dessous, parce que le fond est trop irrégulier, il faudrait régulariser. D'où le fait que les carrières, elles progressent à l'horizontale, parce qu'il y aurait trop de boulot pour recreuser une autre meule dessus, il faudrait tout remettre à plat auparavant, et ça demanderait trop de boulot. Donc c'est pour ça qu'à cette époque-là, parce qu'ils ont une technique d'extraction par décollement en levier, et que ça nous fait des fonds de fouille irréguliers, c'est pour ça que les carrières progressent à l'horizontale. Alors voilà, quand on reconstitue la technique, on va faire le traçage, la tranchée au pic, et ensuite, avec des grandes barres métalliques que l'on appelle des pinces, on va décoller. On utilise 2 ou 3 pinces, c'est un peu mieux qu'un seul gros madrier, mais c'est encore pas ça. Un exemple, par exemple, d'une autre carrière à la Vineuse, donc juste de l'autre côté de la Saône. Voilà, un bout de carrière, en fin de compte, c'est un bloc qui a été détaché d'une carrière et qui a été dressé le long d'une route. Ça ne se présentait pas comme ça. Au début, quand il a été trouvé dans les années 60, les gens se sont demandé si c'était pas un menhir. Mais non, c'est une carrière de meule. Et une autre technique que l'on va voir se développer assez spécifiquement dans la région de Blanzy-Saint-Vallier. Là, on fait des petites carrières et on va tirer des dalles, comme à l'époque gauloise. Et ces dalles quadrangulaires, on va en faire des cylindres. Et ça,
Alors c'est assez marrant parce que là on est dans le Charolais, euh, ben, au milieu d'un chaos de blocs, d'un champ de blocs, on va voir apparaître des meules qui sont quasi finies. Mais simplement, le bloc était trop épais et séparer le bloc en deux alors qu'elle était quasi finie, c'était sûr qu'on allait arriver à la rupture. Elles ont été abandonnées là. Et donc c'est voilà la technique qui est mise en place dans le Charolais et dans le secteur de Blanzy. Alors, on a toujours une diffusion assez limitée des meules à cette époque-là. Par contre, les carrières qui étaient avant dans la région d'Autun ont totalement disparu. Et là, à partir du 11e, 12e siècle, les carrières ont complètement disparu. C'était les carrières romaines, elles sont mortes. Et vont apparaître les carrières de Blanzy, de Saint-Vallier, qui vont se développer, qui vont même être assez célèbres. Les meules de Blanzy, on appelait ça des blandines, parce qu'elles avaient une couleur un peu blonde, et puis il y avait un petit jeu de mots par rapport à leur origine. Et ça, c'est des carrières qui vont se poursuivre et qui vont se développer jusqu'à l'époque moderne. Et on revient dans le Jura sur une carrière d'époque moderne qu'on a fouillée. Et vous voyez, on a une carrière tout de suite qui tranche par rapport à ce qu'on a vu avant. Où avant on était à l'horizontale, là on descend. Mais pourquoi on descend? Alors on va toujours réaliser la même carrière, la même technique avec la tranchée qui est réalisée au pic. On voit bien les traces de pic là sur les parois. Mais ce que vous remarquez, ce sont toutes ces emboîtures. Vous voyez ici, j'ai dessiné toute une série de creux d'emboîtures dans lesquels on va mettre des coins. Et contrairement à avant où on en mettait un ou deux, là on en met sur au moins un tiers, si ce n'est la moitié de la périphérie. Et on a même retrouvé un de ces coins qui s'adapte parfaitement dans les emboîtures. Alors, j'ai fait de la figuration. Et tous ces coins étaient positionnés sur tout le pourtour. Et cette meule-là qui a cassé, elle a cassé alors qu'ils étaient en train de creuser dessous les emboîtures avant son décollement. Et c'est là que celle-ci a cassé. Et vous voyez l'aspect très différent de la carrière. Là, on descend, on creuse. C'est-à-dire que comme on va décoller avec des coins répartis sur tout le pourtour, on va créer une fissure horizontale. Et si on fait une fissure horizontale, eh ben on part directement sur la suivante. Quand on regarde bien, ici, on a les emboîtures de la précédente. Ça veut dire qu'ils n'ont même pas nettoyé. Ils n'avaient pas besoin. C'était suffisamment plat pour qu'on puisse descendre. Donc voilà la technique mise en œuvre avec des carrières verticales, mais qu'on trouve chez nous. Mais là, on est dans la région de Bordeaux. Là, un autre exemple, encore dans le Jura. Et donc, voilà cette technique qui permet de décoller là des meules les unes sur les autres. Et il y a des carrières, par exemple, dans la région d'Annemasse, on a des fronts de carrière qui font 120 mètres de haut. Ça veut dire qu'ils ont empilé les meules sur 120 mètres de haut. Alors, c'est pareil. À cette époque-là, la diffusion, elle reste limitée. Je la connais beaucoup dans ce secteur-là parce que il y a eu plein de documents d'archives qui ont été étudiés. Il y a quelqu'un qui a travaillé sur les moulins et qui a lu tous ces documents d'archives. Et à partir de la fin du Moyen-Âge et à l'époque moderne, on va nous dire meule en pierre de Blanzy, meule en pierre de Moissé, meule de Brie, pour les meules qui viennent du bassin parisien. Mais ça, on va en reparler tout de suite. Pourquoi je vous parle des meules du bassin parisien? Parce que si vous allez au Moulin de la Croix, ou si vous venez ici, vous allez dire Jacotet, c'est un menteur. Il nous a parlé de meules de Blanzy. Et toutes les meules qu'on voit, il n'y en a aucune qui est en grès. Si vous vous promenez dans le moulin de Ménétreuil, que vous regardez les meules, celle qui est juste devant, elles sont dans cette roche qui n'est pas du grès, qui est une roche avec des trous, une roche vacuolaire, qui est de la meulière du bassin parisien.
Et c'est cette roche qui a été exploitée au niveau de la Ferté-sous-Jouarre. Alors c'est une roche qui était connue depuis l'époque romaine. Il y a quelques meules à l'époque romaine, mais c'est comme ici pour l'époque romaine, c'était que pour la région. Et c'est une roche qui va servir à produire des meules. Et là, je vous ai mis la carte de diffusion à la fin du Moyen-Âge. La Ferté-sous-Jouarre, c'est là. Un peu en amont de Paris. Là, vous avez Paris qui est ici. Et vous avez une diffusion qui se fait par la Seine, et puis ensuite par cabotage. Bon, là, on va jusqu'à Nantes. On va également en Angleterre, etc. Là, on est au XVe siècle. 14-15e siècle. Si on regarde de notre côté, par rapport à Paris, côté bourguignon, franc-comtois, on va avoir des meules dans la région de Sens, dans la région de Troyes. On est grosso modo 13-14e. Moi, j'en ai une 15e, j'en ai qu'une du 15e en Bourgogne. Mais on a des mentions 14-15e sur les ports de Châlons, de Lyon, et qui vont diffuser vers l'Isère. Pour l'instant, on n'en connaît pas en Bourgogne. On en connaît une au 15e, on n'en connaît pas au 14e. Ça viendra. Un jour, on trouvera les textes. Un jour, on trouvera les moulins. Ça viendra. Et donc, on a un début de diffusion qui, là, sort complètement de la diffusion régionale. Là, on va de La Ferté-sous-Jouarre jusqu'à... Là, on doit être à Valence, et jusqu'aux îles anglaises. Mais si on va un peu plus loin, à l'époque moderne, donc 16e, 17e, et bien là, on est noyé sous la meule de La Ferté-sous-Jouarre. Partout. Partout dans le canal rhodanien, on en a. Là, la Franche-Comté, où on a fait beaucoup de travail de dépouillement, vous voyez la masse. Elles sont devenues majoritaires. Et elles ont supplanté toutes les petites carrières locales qui, dès le 16e, 17e, ont commencé à péricliter et à disparaître. La meule de la Ferté-sous-Jouarre, c'est un taux de silice à 98%. Une meule en grès, le grès, comme je vous l'ai dit, c'est des grains durs dans un ciment relativement dur. Mais les grains, ils se déchaussent. Et dans la farine, on va trouver des grains. Et si vous étudiez des squelettes d'époque médiévale, les squelettes d'époque médiévale, ils ont les dents râpées. C'est des véritables tables d'usure. Alors que quand vous regardez des squelettes d'époque moderne, l'hygiène dentaire est tout autre. Et les meules de la Ferté-sous-Jouarre ont complètement supplanté toutes les carrières régionales et locales. Elles ont même exporté jusqu'aux États-Unis et jusqu'en Australie. On ne peut pas aller plus loin. C'est des meules qui ont eu une diffusion universelle parce que leurs matériaux étaient particulièrement adaptés. Alors pour l'instant, on n'en connaît pas ici. Non, on n'en connaît pas ici parce que personne ne les a étudiés, ou en tout cas, pas que je sache. Mais faut pas rêver, hein. Ici, au 16e, 17e, c'était sans doute que de la... Puis je parle pas du 19e. Le 19e, toutes les meules que l'on voit au Moulin de la Croix et que l'on voit ici, elles sont en pierre de la Ferté. Toutes, pas tout à fait. Ici, on a des meules en pierre de la Ferté, puis on a des meules en ciment. C'est-à-dire que on va recréer naturellement le matériau, enfin artificiellement le matériau. On met un ciment, comme ça existe dans le grès, avec des grains très durs. Et c'est encore une évolution, l'évolution ultime, et c'est aussi ce que l'on voit ici, c'est que la meule en pierre, elle disparaît, et elle est remplacée par le cylindre métallique. Et là, dans le moulin de Ménetreuil, vous avez des moulins à cylindre qui ont complètement fait disparaître les carrières de meules. Les dernières carrières de meules dans la région disparaissent avant la guerre de 14. Et c'est une industrie qui a
complètement disparu. Voilà. Est-ce que parfois pour l'extraction, on ne mettait pas de l'eau avec des coins et avec le gel? On avait dit ça une fois. Alors, le gel, ça pouvait faire casser la pierre. Alors, on pouvait mettre de l'eau avec dans des coins et on fait gonfler le bois par l'eau. Ah oui, c'est plutôt ça, oui. Voilà. De même que j'ai vu en Slovénie des techniques d'extraction où ils font une tranchée tout autour, ils mettent de la chaux, ils mettent de l'eau, et par le bouillonnement de la chaux, ça décolle aussi. Le problème, c'est que l'extraction au coin métallique est plus efficace parce que, et ça c'est à force de travailler avec les tailleurs de pierre que je peux le dire, quand on extrait avec plusieurs coins métalliques, il tape un coup sur un coin, un coup sur un autre, un coup sur un coin, un coup sur un autre, et il conduit son extraction à l'oreille. C'est-à-dire qu'en fonction du son que lui renvoie le coin quand il tape dessus, il sait comment progresse l'onde de choc, et donc ça lui permet de diriger. Alors qu'avec le bois, eh ben, il lance la machine, mais après, il ne la maîtrise pas. Et donc, moi, les tailleurs avec qui j'ai travaillé, ils préfèrent ce mode de production. L'extraction au coin mouillé, elle est très bien pour du calcaire quand on a des roches litées, quand on a des lits bien nets dans la roche, on va suivre les lits, ça c'est pratique. Les grès, ce sont aussi des roches sédimentaires, ce sont aussi des roches litées, mais on a souvent des lits entrecroisés, c'est un peu plus bisquebeux pour sortir quelque chose de propre. C'est combien d'années de travail tout ça? J'ai à peu près 50 ans, ça fait depuis l'âge de 20 ans que je suis professionnel, voilà. Et à qui appartenaient les moulins? Alors les moulins étaient banaux. C'est-à-dire que le moulin hydraulique qui existe dès l'Antiquité, quand on rentre dans l'époque médiévale, il appartient au seigneur. Enfin, bon, ça apparaît au XIIe, XIIIe siècle, les banalités ne se mettent pas en place dès le début de l'époque médiévale. Mais en fin de compte, le fait d'aller au moulin, pour aller utiliser le moulin, mais comme pour aller utiliser le four à pain, il fallait payer. Et le seigneur fait la guerre au moulin à main, au moulin sauvage. Et lui, si quelqu'un a un petit moulin à main chez lui, c'est des sous qui ne rentrent pas. Et donc il y a des édits, des arrêtés, des machins, etc. Et quand il tombe sur un moulin à main, il est détruit, etc. Donc, à l'époque médiévale, ça appartient au seigneur. À l'époque gauloise et avant, on sait que c'est individuel. À qui appartenaient les moulins hydrauliques romains? On en sait fichtre rien. Est-ce que ça appartenait aux édiles qui dirigeaient les cités, etc. Puisqu'on a pas mal de ces moulins qui sont dans les agglomérations, peut-être. On en a d'autres, comme celui que je vous ai montré de Burgy, qui sont dans des villas. Là, on peut penser que ça appartient au maître de la villa. Mais ceux qui sont dans les villes, est-ce qu'ils appartiennent à la communauté ou est-ce qu'ils appartiennent à de riches élites? Ça, j'avoue qu'on ne sait pas. Mais je peux dire quelque chose. Aujourd'hui, l'écrasement des céréales est toujours contingenté. Oui. Donc on est toujours dans le même règle, finalement, depuis le Moyen-Âge. Oui. Il n'y a pas beaucoup de changement. Oui, sauf que maintenant on a des minoteries privées. Oui, d'accord, mais qui ont racheté les contingents des moulins. Ouais. Et c'est pour ça qu'on a supprimé les moulins. Parce qu'on a cassé le matériel des moulins volontairement pour rassembler les contingents. Oui, pour tout centraliser. Mais actuellement, on est toujours contingenté. Tout On n'a pas le droit d'écraser sans contingent. Non. Donc maintenant, c'est plus les seigneurs, mais c'est l'État qui agit. C'est nous tous, quoi. C'est nous tous, voilà.
Mais sur... Ça, peu de gens le savent, ça. Mais c'est comme les énergies. Oui. Parce que les moulins, en fin de compte, tous ces moulins qui existent sur tous ces ruisseaux, ça pourrait être autant d'usines Oui. hydroélectriques. Mais on est dans un système en France où l'énergie électrique est centralisée avec un opérateur principal. Si vous allez dans certains pays du Nord, où là ils avaient plutôt des moulins avant, et où la production d'énergie actuellement n'est pas centralisée mais est déléguée aux communes, aux landers, etc. Là, on a multitude d'éoliennes qui ont remplacé les moulins et qui produisent l'énergie de cette façon-là. Chez nous, parce qu'on a un opérateur unique en termes d'électricité, on n'a pas toutes ces petites usines électriques qu'on pourrait avoir. Un transporteur. Non, on a plusieurs... Oui, non mais historiquement, entre-temps les moulins ont été détruits dans le courant du XXe siècle. D'où la difficulté à implanter aussi bien des éoliennes que de l'hydraulique dans les moulins. Voilà. Puisque l'administration, on va dire, met barrage finalement à l'hydroélectricité actuellement. Donc on a beaucoup de difficultés à transformer les moulins en usine hydraulique. Très bon. Vous pouvez nous amener sur un sujet concernant le moulin de Branche, qui n'est plus un moulin actuellement, mais qui est transformé en turbine pour produire de l'électricité. Est-ce qu'on a un historique sur ce moulin? Est-ce qu'on peut connaître son passé? Quand est-ce qu'il a été mis en place? Parce que je pense qu'il est dans un schéma, il s'inscrit dans un schéma d'installation de ce principe. Alors c'est un moulin que je ne connais pas. Non. Sur la Seille, donc, Oui. entre Sornay et Branche. C'est le Mont-Bernigo. Oui, c'était le moulin Bernier. Oui. Mais je ne sais pas quand est-ce qu'il a été mis en place, quand est-ce qu'il a été instauré, quelle technique il a pu utiliser à son installation. Sur la Seille, il y a... Parce qu'il y a quand même tout un réseau de déviation du cours d'eau pour l'alimenter. Ok, vous retrouvez vos archives là, avec il y a pas mal de monde assez loin déjà. Une écluse pour stabiliser les niveaux, pour aller faire le contournement, pour l'alimenter. Oui, non, mais c'est des installations Ça excessivement... date quand même Alors bon, souvent on se rend compte que les moulins ont une origine médiévale. Hein. Très régulièrement, on est sur des moulins qui ont daté... plus souvent, on a des origines au XIIe. C'est l'époque où changent vraiment les types d'énergie. Et c'est aussi l'époque où on passe du moulin en bois au moulin en pierre. Et donc à partir du moment où on a une structure maçonnée, elle a un peu plus de longévité qu'une structure bois. Mais je vous ai montré les moulins de Tervet, dans le Jura, hein, un petit rio tout à fait, enfin très petit. On a un moulin carolingien et un moulin du XIIe siècle, à 20 mètres l'un de l'autre. Et puis une des prospections que je vous ai montré, où je vous ai montré qu'il y avait une meule hydraulique antique, on est 300 mètres en amont. C'est-à-dire que quand on a fouillé les moulins, moi j'ai remonté, j'ai redescendu le cours d'eau pour regarder. Et en fin de compte, voilà. À partir du moment où les ruisseaux ont la capacité nécessaire à entraîner les meules, on va y installer au cours des siècles des moulins et ça va s'égrener, un coup 100 mètres plus haut, un coup 20 mètres plus bas, et etc. etc. Jusqu'à ce qu'on arrive à une fossilisation quand on va les construire en pierre, et où là, ils vont perdurer et rester. Après, bon, on a fatalement tous les événements, notamment la guerre de 10 ans, qui ont fait énormément de mal, et où il y a beaucoup de ces machines qui ont été détruites. Et puis, il faut bien imaginer que quand un assaillant arrive dans un secteur, la première des choses qu'il va casser, c'est les moyens de production. Et les moyens de production, comme les moulins qui sont éparpillés le long des cours d'eau et pas défendus, c'est les premières choses qui volent. Ça, c'est clair et net. Donc, c'est une structure qui est assez fragile en cas de conflit. Et pour les dater, vous avez des techniques particulières? Alors,
ce qui est bien avec les moulins hydrauliques, qui sont le long des ruisseaux, c'est que généralement on est dans des terrains humides où les bois sont conservés. Et donc, à partir du moment où on a des matières carbonées comme le bois, on peut faire des datations carbone 14, mais surtout avec le bois, on peut faire ce qu'on appelle la dendrochronologie. Donc on mesure les cernes, et là, et si en plus on a un peu d'écorce, etc., on peut avoir la date d'abattage. Les moulins de Tervet, on a des datations super précises, parce que tous les pieux en bois, on les a datés par dendrochronologie, et on sait que tel pieu il est de telle date, tel pieu il est de telle date, et là après, quand on a tous les pieux de la même date, il suffit de relier le truc pour voilà. Donc ça c'est super pratique. Après, maintenant on commence à avoir aussi d'autres méthodes de datation. Je vous ai montré que on peut utiliser les meules, on voit qu'il y a une progression du diamètre des meules. Moi maintenant, quand des collègues trouvent des meules et qu'il n'y a pas beaucoup d'éléments de datation, moi je leur dis, votre moulin il est entre telle époque et telle époque. Donc maintenant, la meule, ça devient un élément de datation. Puis moi, la carrière, les techniques d'extraction, je vois qu'elles évoluent, et j'arrive à mettre telle technique en fonction de telle époque. Par exemple, je vous disais qu'à partir de la fin du Moyen-Âge et de l'époque moderne, on a extrait avec des coins. Et si on extrait avec des coins à partir de cette époque-là, c'est pas pour rien. C'est pas comme on augmente le diamètre des meules, on a beau augmenter la puissance des machines, il y a un moment, il va falloir réduire l'épaisseur des galettes. Parce que si on produisait au XVe siècle des meules de la même épaisseur qu'au Moyen-Âge, les meules sont épaisses comme ça. C'est plus possible. Quand on a une meule qui fait 1,40 m de diamètre, on ne peut pas avoir un truc comme ça. C'est impossible de la mettre en mouvement. Donc on réduit l'épaisseur de la galette. Et on ne peut réduire l'épaisseur de la meule que si on a un décollement parfaitement horizontal. Et en fin de compte, tout est lié. Il y a des techniques d'extraction, la puissance des moulins, le diamètre des... Tout est lié. Et on a, c'est marrant, sur divers champs, des progressions parallèles, qui se font en parallèle. Alors bon, après, quelle est la poule et quel est l'œuf, qu'est-ce qui a engendré quoi, mais, voilà. Donc en fait, si on délaisse le façonnage du bloc, l'extraction au bloc, c'est à cause de l'épaisseur Non. Parce que a priori c'était plus pratique et plus sûr d'extraire, de façonner à partir d'un bloc. Alors pourquoi on a délaissé cette technique de l'extraction de blocs, elle allait bien quand on faisait des petites meules. Parce que là, on pouvait s'appuyer sur les failles naturelles de la roche, et on pouvait souvent extraire dans des chaos de blocs, etc. À partir du moment où les diamètres augmentent, on peut encore aller dans les chaos de blocs, mais on trouve beaucoup moins de gros blocs que de blocs de taille adaptée. Parce qu'en carrière, on peut quand même extraire un bloc et à partir du bloc tailler. Oui, mais généralement les carrières de grès, alors l'été dernier j'ai fouillé une carrière de meule gauloise. Donc pour moi à l'époque gauloise on produit que à partir de blocs, et donc c'était une carrière de blocs. Et en fin de compte, on voit très très bien que les plans horizontaux et verticaux, c'est que des litages de la roche. Ils s'appuient systématiquement sur les litages. Et en fin de compte, il y a énormément de zones qui sont délaissées, parce que l'espace, parce que comme ce sont des litages horizontaux, ça tient à peu près, mais verticaux, ils sont un peu... Ça va souvent former des formats assez irrégulières, et donc dès qu'on n'a plus la place, ils abandonnent le secteur.